L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Les pluies diluviennes ont emporté le pont Gulungu, isolant la ville de Garoua de Barnaké, une ville frontalière avec le Nigeria. Cette coupure majeure pénalise les échanges commerciaux et les déplacements dans une région déjà fragile. Les populations de Urolabo, de Nakong subissent de plein fouet cette situation qui s'inquiète à 6 semaines de la fin de la saison de pluie. Les États-Unis d'Amérique imposent 15% de droits de douane aux 3 nations de la CEMAC que sont le Cameroun, le Tchad et la Guinée équatoriale. La mesure a pris effet depuis le 7 août 2025. Quelle implication et quel impact pour le Cameroun? C'est à suivre dans cette édition de grand format de l'actualité. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun et merci de choisir nos antennes. Ouvrons ce journal par ce fait de société. La mobilité des hommes et des biens sur l'axe Garoua-Barnaké est interrompue au niveau de pont Gulungu. L'édifice s'est effondré à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur la région. La circulation est désormais ralentie, le déplacement devient périlleux, une situation alarmante alors qu'il reste encore près de 6 semaines de pluie. Junior Osseng. Gulungu Sendé ont d'eux que la population a hérité après les grandes pluies qui se sont abattues. Garoua est séparé ainsi de Barnaké, localité située à la frontière avec le Nigeria, où des tonnes de marchandises transitent en temps normal. Dans ce pont-là, vraiment, nous supplions beaucoup aux autorités de voir le cas de ce pont. Parce que ça fait entrer aussi l'intérêt pour le pays. Nous savons que c'est le pont qui relie le Nigeria et le Cameroun. Vous voyez, pour traverser, les garçons qui sont là te font traverser avec ta moto 1000 francs, aller-retour 2000. Tu pars au champ, 2000 francs par jour. Le budget là, tu trouves ça au moment. Ouais, c'est grave que le CR nous aide vraiment. Urolabo et Nakok sont les 2 localités directement impactées. La population qui a des activités économiques, ça et là, ne sait plus à quel sens se vouer. Voici aujourd'hui que la pluie a fini ce pont. Et nous ne savons pas quoi faire. Cette fois-ci, nous sommes là dépassés. On a les champs de ce côté, on a les parents de ce côté, on a nos activités. Et nous sommes bloqués. Un homme qui a failli se noyer en tentant de traverser à la nage, des bœufs qui se noient, des chèvres transportés sur la tête, des motos qui sont portées par les usagers. C'est ce cliché malheureux qui résume cette situation ici. Mais jusqu'à aujourd'hui, tout est déjà bloqué. Donc la rentrée dans 1 mois, on a les élèves de tous les 2 côtés. Mais voilà maintenant aujourd'hui, moi là où je vous parlais là, j'ai mon sang plus de 35 cars là-bas. Et je n'ai même pas pu traverser. Et en plus, on a un grand marché de Nakong. Et ce marché-là donne. En 2022, des élèves et quelques personnes ont perdu la vie sur ce même lieu, quand le même pont, Gulungu, s'était également effondré. Un mauvais souvenir qui refait surface au vu de ce qui se vit ici aujourd'hui. La rentrée scolaire pointe à l'horizon. Les activités champêtres prennent la vitesse de croisière. Le transport des marchandises du Nigeria, c'est tout ceci qui interpelle. À Melon, dans le Mongo, la nuit de vendredi à samedi dernier s'est transformée en cauchemar pour plusieurs commerçants. Un incendie d'une rare violence a ravagé une vingtaine de boutiques du marché central. Les pertes sont estimées à plusieurs millions de francs CFA et les commerçants s'en pointent du doigt les branchements électriques anarchiques très répandus dans le marché. Les détails, c'est avec Achille Kama. Voici ce qui reste de l'incendie qui a ravagé près de 20 boutiques au marché central de Melon, dans le département du Mongo. Selon des témoignages, les flammes auraient déclenché aux alentours de 2 heures dans la nuit de vendredi à samedi. On m'appelle la nuit à 1 heure avant d'arriver. Vraiment, je ne trouve rien. La négligence serait la cause principale de cet incendie. Certains affirment qu'un tenancier ou une tenancière d'atelier de couture aurait oublié de débrancher le fer à repasser. Ça doit être qu'un couturier a oublié le fer à repasser. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a beaucoup dans le secteur de la couture
qui branche les fers et laisse les fers, pas qu'ils sont en train de travailler, branche les fers et les fers restent là. D'autres évoquent les branchements anarchiques qui ont cours dans le marché des melons, ce qui constitue un véritable danger, longtemps décrié ici par les commerçants. Si vous filmez, vous allez voir qu'il y a au moins plus de 200 électriciens au marché. Et quand ces câbles passent là, ce n'est pas facile que ça reste sans qu'il y ait le feu. Donc il faudrait que la SONEL vienne au marché et installe, que chaque boutique soit installée par la SONEL et puis qu'on ne vienne plus avec les électriciens au quartier pour mettre la lumière chacun dans sa boutique. Pour les premières constatations, le bilan est lourd. Plusieurs dizaines de millions de francs CFA partis en fumée. En cette veille de rentrée scolaire, les victimes sont aux abois. Elles implorent le soutien des autorités municipales. On ne sait pas où on va mettre nos enfants cette année. On a vraiment tout perdu au marché. Tous nos boutiques sont brûlées. Avec tout dedans, tout. Nous demandons au monsieur le maire de Melon de nous aider. Le sous-préfet de Melon, lui-même descendu sur le terrain, n'a pu que constater les dégâts. Il va immédiatement convoquer les victimes pour une réunion de crise. La municipalité prendra des dispositions pour refaire le bâtiment et pour que ceux qui étaient intègrent le bâtiment pour continuer à travailler. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances réelles de cet incendie. Nous vous le disions à l'entame de cette édition, mesdames, messieurs, des nouvelles règles économiques régissent désormais entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Il s'agit précisément de 22 pays, dont le Cameroun parmi les 3 de la zone CEMAC. Les nouveaux droits de douane imposés par l'administration américaine sont en vigueur depuis le 7 août 2025. Les détails, c'est avec Daniel Melanga. Parmi les pays les plus touchés par les nouvelles règles économiques imposées par l'administration américaine, l'Afrique du Sud, premier partenaire commercial africain, l'Algérie et la Libye, 30% du coût de leurs produits vendus sur le marché américain, 25% contre 28% de droits de douane initialement pour la Tunisie, considérée ici comme un peu plus à l'aise. Dans la gamme des 15%, 3 pays de la CEMAC, le Cameroun, le Tchad et la Guinée équatoriale, avec le bois, les matières premières, puis l'Angola, le Botswana, la Côte d'Ivoire avec son cacao, la République démocratique du Congo avec ses minerais, le Ghana, le Lesotho, Madagascar avec la vanille et le textile, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, la Zambie, le Zimbabwe. Les pays hors liste sont taxés au taux minimal de 10%. Le décret du président américain Donald Trump modifie les premières dispositions tarifaires américaines annoncées il y a 4 mois. Le choc se fera aussi ressentir au sein des pays bénéficiaires de l'AGOA, loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, l'African Growth Opportunity, qui facilite les échanges de produits entre les États-Unis et certains pays africains. Le fameux accord qui arrive à échéance dans quelques semaines, en septembre 2025. Contribution à la formation de jeunes et au développement. Le Cercle des Amis du Cameroun joue sa partition. L'association présidée par la première dame Chantal Biya a procédé à la rétrocession de l'école publique de Gomatio à Bangam dans les Bampoutous régions de l'Ouest. Après l'avoir rénovée et équipée, cérémonie couplée à la remise de dons aux femmes rurales et aux déplacés internes, la ministre de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, représentait la première dame camerounaise. Emmanuel Koloko. Le complexe scolaire bilingue de Guéa Mathieu à Bangong, dans l'arrondissement de Batiam, obéit désormais aux standards modernes grâce au CERAC, qui a construit 11 salles de classe, 8 bureaux administratifs, 12 compartiments pour toilettes. À côté, la réhabilitation de cette salle de classe, la construction d'une clôture, d'un forage, un mur de soutènement et l'aménagement d'un terrain de jeux multisports. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, en tant que représentante de la première dame, Madame Chantal Biya, a présidé la cérémonie officielle de cette rétrocession du complexe scolaire dans les Bamboutos, rénové et équipé par le Cercle des Amis du Cameroun. Le complexe scolaire bilingue
de Guéa Mathieu présentait un visage en totale contradiction avec la modernité. Cette rétrocession concrétise la volonté du CERAC de continuer à œuvrer pour l'épanouissement et le développement des jeunes Camerounais. Une école avec désormais des effectifs pléthoriques à cause de la crise dans les régions voisines offrira un cadre plus important et les bénéficiaires disent merci à la première dame. Je vais transmettre mes sincères remerciements à maman Chantal Lia. Plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Travaux publics Emmanuel Ganou Djoumessi, le ministre délégué à la Justice Jean de Dieu Momo et la ministre de l'Habitat Célestine Ketcha-Koutès sont présents à côté des autorités administratives de l'Ouest chapeautées par le gouverneur Awafonka Augustine. Pour arriver ici en temps de pluie, les élites garées là-bas au boudron en bas et marchaient à pied. La pluie veut nous montrer que nous sommes tous arrivés ici. Applaudissez pour la première dame. Le second événement est la remise des dons aux femmes rurales et aux déplacés internes, des intrants agricoles et du matériel adéquat pour une production à grande échelle. Un geste de cœur de Madame Chantal Bia, présidente fondatrice du CERAC, qui se soucie non seulement de l'éducation, mais aussi de l'épanouissement des Camerounais de toutes les régions. En éducation, la communauté du Grand Nord et le collège turc La Fraternité à Yaoundé annoncent le renouvellement de leur partenariat fructueux. Cette collaboration promet de renforcer l'éducation et de favoriser l'excellence académique au sein de deux institutions, Ghislain Kougan et Ivan Sermtadiouf. C'est reparti pour une nouvelle aventure, alliant éducation et développement entre la communauté du Grand Nord, CGN, et l'ONG turc, Akamas, via le collège La Fraternité à Dana Yaoundé. Pour définir les contours de ce nouvel acte, la direction du collège turc a effectué le déplacement de Douala au sein de la CGN à l'effet d'échanger avec son partenaire spécial, la CGN. À l'ordre du jour, les modalités des concours d'entrée en seconde A et C pour le collège Adana Yaoundé et de la 6e jusqu'en 3e pour le collège Kayseri de Maroua. Et comme toujours, l'aspect social prime avec des innovations et encouragements visant à motiver massivement les candidats pour les épreuves écrites prévues le 10 mai 2025 au centre de Douala à la CGN. La particularité de cette année, c'est que nous offrons une gamme de bourses à tous les candidats, commençant par les meilleurs. Tous ceux qui obtiendront une moyenne supérieure ou égale à 14/20 obtiendront une prise en charge à 100%. Ceux qui auront 12 de moyenne et plus pourront bénéficier de 50% de réduction sur la pension qui est de 290 000. Au-delà de ça, s'il y a des élèves nécessiteux qui n'ont pas pu obtenir cette moyenne, ils peuvent toujours participer au concours et ils peuvent toujours bénéficier des prises en charge gratuites. Donc, et une autre particularité, c'est que cette année, nous recrutons exclusivement en classe de seconde et pour le collège Adana et en classe de 6e pour le collège Kayseri. Des mesures d'accompagnement pertinentes rendant raison de la prise en compte du contexte économique difficile dans lequel baignent les familles, surtout les plus démunis. Face à cette grosse bouffée d'oxygène, le président du bureau du comité directeur, l'honorable Majesté Abdoul Nasser, dira toute sa joie et le confort de la CGN et son superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil dans l'engagement d'offrir une éducation de choix aux fils du Grand Nord et du Cameroun. Ce qui est à retenir ici, c'est que l'éducation est un élément important pour le développement au sein d'une société. Et nous remercions le superviseur général, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, qui a fait de la jeunesse le fer de lance de la nation en les accordant son encadrement dans le cadre de l'éducation. Et ce cadre-là a été trouvé au sein du collège La Fraternité à Dana, Yaoundé, qui est efficace dans l'encadrement, dans l'enseignement et dans l'éducation de nos enfants. Il faut souligner que le partenariat entre la CGN et le collège turc, la Fraternité Adana Yaoundé, connaît un succès digne d'être salué et magnifié avec quasiment une dizaine d'enfants ayant bénéficié des bourses et poursuivant leurs études en Turquie depuis quelques années déjà. Toutes choses qui participent de la vision du docteur Mohamedou Bayrou Fadil, superviseur général de la CGN, pour qui investir dans la jeunesse, c'est préparer l'avenir. L'éducation étant la clé de voûte d'une jeunesse dynamique, responsable et qualifiée pour relever les défis du monde contemporain.
Allons au pas de course à Tibati, surnommée la ville grenière du Cameroun, se distingue par sa richesse agricole et son rôle clé dans l'économie locale. Les marchés animés, les traditions culturelles font de cette ville du département du Jérém dans l'Adamawa un lieu vibrant de vie. Explorons ensemble la diversité des ressources qui fondent la commune de Tibati, un véritable trésor et une source de prospérité pour ses habitants. Boubacar Adam. Niché au cœur de la région de l'Adamawa, Tibati est souvent qualifié de ville-grenier du Cameroun. Sa richesse en ressources agricoles en fait un véritable pilier pour l'économie locale. Nous plongeons dans cette ville dynamique où les traditions se mêlent à la modernité. Les marchés de Tibati vibrent au rythme des échanges. Ici, les agriculteurs locaux viennent vendre leurs produits frais, maïs, haricots et tubercules. Chaque étal regorge de couleurs et de saveurs, témoignant d'une terre fertile et généreuse. Mais Tibati ne se limite pas seulement à son agriculture. La ville est aussi un carrefour culturel où se rencontrent différentes ethnies. Les festivals traditionnels rythment la vie des Tibatois, célébrant leur héritage et leur unité. Malgré les défis auxquels elle fait face, notamment les changements climatiques, Tibati s'engage à préserver son identité tout en évoluant vers l'avenir. Les initiatives locales visent à améliorer les techniques agricoles et à renforcer la résilience des communautés. Enfin, Tibati est bien plus qu'une simple ville, c'est un symbole d'espoir et de détermination pour ses habitants. Dans ce grenier du Cameroun, chaque récolte est une promesse d'avenir. Parlons à présent du whisky en sachet qui a le vent en poupe au Cameroun, pourtant interdit de vente depuis plus de 10 ans. Plusieurs variétés abondent plutôt sur le marché au grand bonheur des consommateurs. Suivons le constat fait par Sylvestre Messi. Il est environ 12 heures. Sous un soleil d'aplomb, ces jeunes visiblement mineurs dégustent avec appétit un sachet de whisky de 43 degrés d'alcool made in Cameroun. Comme lui, de nombreux consommateurs en raffolent. Et prend au moins 4 par jour. Matin, il prend 2. À partir du soir, il prend 2. Et doser 3 sachets là-dedans, parce que la moyenne n'est pas très forte. Sa capacité, c'est virgule 65, c'est petit pour moi. Sur le marché, près d'une dizaine de variétés de ces petits sachets ont ravi la vedette au whisky en bouteille et à plusieurs boissons alcoolisées. Par jour, Jean-Michel écoule plus de 200 sachets de ce produit. Paquet au moins c'est 8 cartons en paquet. En carton au moins 10 cartons. Oui. Oui. Un paquet peut contenir combien de 20 sachets à l'intérieur, c'est 1600. Si tu as ton 500, tu prends 5 noms, tu soules bien. Mais la bière sauf que tu as 700, mais ça, même 300, tu vas saouler. Tu es net avec les gens qui boivent la bière. Dans le milieu des consommateurs, le produit qui a pris pour nom de code Big Bleu, Frappant ou encore Tchoum est devenu une sorte de thérapie. Et quand je bois le ketchup comme ça, c'est quand je les nerfs. Quand je suis énervé comme ça, je prends ça pour baisser un peu les nerfs, pour oublier certaines choses. Son sachet, c'est trop efficace. Ça me lève le mental. Voilà. Dès que quand je prends, je suis fier. Parce que c'est le seul whisky qui coûte moins cher sur le marché. Avec 100 francs, tu as un whisky, avec 100 francs, tu peux saouler. Parce que le moins cher coûte parfois cher, avec des conséquences néfastes sur la santé, beaucoup préfèrent ne pas passer à côté de ces sachets. Moi, je ne peux pas prendre parce que tu as le whisky ferraté. Par contre, moi, je prends du bon whisky, consomme du bon whisky. Depuis 2014, la vente de whisky en sachet est proscrite au Cameroun, mais les producteurs, les commerçants et les consommateurs semblent indifférents. Le marché du whisky en sachet a plutôt le vent en poupe. À l'étranger, en Côte d'Ivoire, des milliers de personnes ont répondu à l'appel à manifester lancé par les deux partis d'opposition, le PDC et le PPA-CI. Elles protestaient contre la candidature d'Alassane Ouattara à un 4e mandat, mais aussi pour la réinscription sur la liste électorale de plusieurs dirigeants de l'opposition.
Le rassemblement s'est déroulé dans le calme. Juliana Dukehim nous en dit plus depuis Abidjan. C'est un flot de militants qui s'est déversé dans une ambiance bon enfant jusqu'à la place Figuegayo dans la commune de Yopougon. 150 000 personnes selon les organisateurs, 6 000 selon la police. Les anciens adversaires politiques, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam ont donc marché main dans la main pour demander la réintégration sur la liste électorale de leur leader et pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens vont récupérer leur pays. Pas de l'injustice, pas de 4e mandat, pas de 4e mandat. Ouattara va dégager. La population est sortie massivement pour exprimer sa volonté de voir une élection inclusive, une élection qui inclut toutes les personnalités politiques de grande envergure comme M. Laurent Gbagbo, comme M. Tidjane Thiam, pour favoriser une alternance. Cette première marche du Front commun s'est donc déroulée sans heurts, mais en l'absence des leaders politiques Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam qui est toujours en Europe. Pascal Afine-Guessant du FPI, qui appartient pourtant à une autre coalition de l'opposition, lui était présent. À son arrivée, le porte-parole du PPACI s'est exprimé à la tribune pour dénoncer le harcèlement judiciaire dont il estime que les partis d'opposition sont victimes. 6 militants du PPACI avaient été arrêtés en début de semaine suite à un épisode de vandalisme dans la commune de Yopougon. Plusieurs cadres du PPACI et du PDCI, eux, avaient été auditionnés pendant plus de 17 heures justement en amont de cette marche. Merci Julia, et c'est la fin de cette édition d'information de 20h de ce 11 août 2025 sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Merci pour votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellente soirée à tous.